Donc, merci, bonjour chers amis, chers collègues, et merci aussi à ceux qui nous suivent à distance. On s'excuse pour le décalage, le retard dans le démarrage. Je suis là pour présenter le texte de notre ami Boubacar Tall, qui est actuellement en Guinée. Vous connaissez les conditions de connexion en Guinée. Ce n'est pas très évident, donc on va prendre le risque de faire intervenir à partir de Conakry. Donc, je vais faire avec beaucoup de plaisir de vous présenter le texte de sa communication intitulé « Quelle éducation citoyenne au quotidien pour transformer de façon positive les comportements des Sénégalais, notamment des jeunes ». Alors, donc voilà le plan de la présentation, une introduction, et ensuite 4 points qui structurent le plan. Le premier point, c'est le déficit civique au Sénégal. Le deuxième point, sur la base de l'explication de ce déficit civique au Sénégal, quels sont les fondements d'une éducation citoyenne efficace à partir de 4 principes qui vont être énoncés. Cela sera le deuxième point. Le troisième point, c'est quelles sont les compétences citoyennes à développer. Et enfin, de façon concrète, le projet d'action citoyenne, le PAC, qu'il considère comme un outil pédagogique innovant. Et enfin, la conclusion. Alors, en introduction, la perception que les gens ont du Sénégal, et de façon à la fois par l'opinion nationale et internationale, c'est de toujours considérer le Sénégal comme un pays modèle de la citoyenneté. Et cela au regard de certains critères qui sont liés aux facteurs politiques. Effectivement, au Sénégal, il s'organise des élections démocratiques, s'organisent et permettent relativement l'expression de la volonté des citoyens. Les populations ont bien l'impression et ont la foi que leur voix compte à l'occasion des élections. Nous avons connu 3 alternances en 2000, 2012 et récemment en 2004. 2024, oui, 2024. Donc en 2000, 2012 et 2024. Ça, c'est le volet participation aux élections. On a vu également qu'il y a de fortes mobilisations des citoyens pour la défense de la Constitution. On l'a connu en 2011, lorsque le projet de réforme de la Constitution était introduit par l'ancien président Maître Wade pour l'institution à la fois d'un ticket, un président et un vice-président. Nous avons connu également, entre 2021 et 2023, beaucoup de troubles politiques et une forte mobilisation des jeunes et des segments assez larges de la population et des citoyens contre le 3e mandat que tentait l'ancien président. Finalement, il a été obligé d'abandonner son projet d'être candidat à la présidence. Et également, les citoyens s'étaient mobilisés pour le respect de la Constitution. Donc, si à l'aune du fonctionnement des institutions politiques, et particulièrement des élections, on est tenté, et effectivement, le Sénégal est largement connu comme un modèle de citoyenneté, où les acteurs expriment leur voix et il y a un mécanisme pour l'essentiel qui permette une certaine sincérité des élections. Cependant,
au-delà de ces performances citoyennes non négligeables liées aux événements politiques, on peut considérer, et Boubacar estime que c'est véritablement l'arbre qui cache la forêt, parce qu'on le voit, et la publication des derniers résultats de la Cour des comptes montre l'importance de la corruption au niveau des hautes sphères, mais également la corruption à des niveaux plus bas. Demander aux chauffeurs de taxi les tracas avec la police et les gendarmes. Dans la vie sociale, dans beaucoup de secteurs, la petite corruption est effectivement combinée à la grande corruption. Sur le plan économique, si on regarde les relations entre l'administration et les administrés, on voit effectivement que dans les rapports individuels et dans la vie publique, l'État est quasiment absent et sa présence peu remarquable. Alors, donc, si vous regardez également le comportement quotidien des citoyens, on constate un déficit civique et les conséquences sont palpables au quotidien. Regardez comment les rues sont sales. Regardez également la conception que les gens ont du bien public. Le bien privé est bien compris, mais le bien public n'est pour personne, donc on se permet ce qu'on veut. Alors, au regard de ces éléments de déficit civique, il devient important de s'interroger sur le rôle de l'éducation citoyenne comme un levier de transformation des comportements, en particulier chez les jeunes, parce qu'il faut inculquer les comportements positifs chez les jeunes pour avoir plus tard une génération de citoyens qui sont susceptibles de pouvoir permettre de renforcer la gouvernabilité démocratique du pays, c'est-à-dire la gouvernabilité pas seulement sur le plan politique, mais également sur le plan social et sur le plan économique. Donc, cette présentation va analyser les causes du déficit de la citoyenneté, identifier les compétences à développer et proposer des stratégies concrètes pour une éducation citoyenne efficace. Le premier point, c'est quels sont les facteurs qui expliquent le déficit civique au Sénégal. Comme on l'a dit, il y a, au-delà de la forte mobilisation politique, le Sénégal est confronté à ce qu'on peut considérer comme des problèmes systémiques. L'expression est à la vogue depuis l'arrivée des nouvelles autorités. Et ces problèmes systémiques, c'est la corruption, c'est l'incivisme, c'est le déficit de culture civique, quand on le voit dans les interactions sociales et institutionnelles. Et ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. On parle ici d'un véritable paradoxe. Le paradoxe, c'est que, comme on l'a vu, il y a des performances au plan des institutions politiques, mais dans la vie quotidienne, on est loin de là. Donc, le premier élément évoqué ici, c'est ce qu'on peut considérer comme une fracture cognitive héritée de l'histoire coloniale. Quand il y a des institutions, il y a un écart entre les institutions modernes et la réalité culturelle, traditionnelle, vécue. C'est comme qui dirait que les institutions modernes ont un ancrage relativement faible et se situent au niveau formel, alors que
dans les réalités culturelles sont autre chose. C'est dans ce sens également que on est tout à fait d'accord pour considérer qu'il y a un état de droit, mais cet état de droit, par son formalisme, est fragile. Il y a certes des lois dans différents secteurs, mais ces lois sont relativement mal appliquées. Donc ce n'est pas le manque de lois, mais c'est que c'est le problème de l'application des textes et des règlements intérieurs. Ça, c'est au plan social. Au niveau économique, on peut considérer que, puisqu'on avait parlé de l'état de droit, il y a une érosion de la crédibilité de l'État et de ses démembrements. Le dernier rapport de la Cour des comptes montre comment certaines réalisations, certains projets ont été mal exécutés. Les travaux d'utilité publique sont mal réalisés. On prend des entreprises qui n'ont pas les compétences pour l'objet pour lequel on leur a confié des marchés, parce qu'effectivement, on n'a pas, à différents niveaux du traitement des dossiers, on n'a pas mis en avant le civisme et la responsabilité de préserver le bien public. C'est tout le trafic qu'il y a autour des marchés publics. Ceux qui sont chargés de respecter, de superviser les normes d'exécution ne s'acquittent pas correctement de la tâche, même si il y a effectivement des procédures qui sont prévues par le Code des marchés. C'est ce que je disais un peu, il y a les textes, mais du point de vue de l'application des textes, il y a un grand écart. Au niveau social, il y a des valeurs traditionnelles, républicaines, de tolérance, de solidarité et de partage. Mais comment on les comprend et comment on les applique, cela est encore un grand problème. Le constat, c'est que il y a une faiblesse par rapport au sens et au respect de la chose publique. Le bien public appartient à tout le monde, donc on n'appartient à personne. Et très peu de gens se soucient d'avoir le même égard du bien de la chose publique que le bien personnel. Enfin, il y a, du point de vue des valeurs traditionnelles, il y a bien sûr la culture de la probité de l'intellectuel et de l'honnêteté, mais c'est encore toujours très théorique, parce qu'on voit la place très importante qu'occupe la corruption et le sens des valeurs est souvent perdu. Les conséquences de ce déficit civique sont multiples. C'est la dévalorisation du mérite, le mérite comme facteur essentiel dans la régulation et dans la mobilité de la société. Il y a un faible sens de la chose publique et on constate effectivement, comme on l'avait dit, que la citoyenneté n'apparaît pas ici comme un concept très large et holistique, mais la citoyenneté n'est appliquée que quand il s'agit des questions électorales. Sur la base de ce déficit, on se pose la question, quels sont les fondements d'une éducation citoyenne efficace? Alors, dès qu'on envisage cette question des fondements, il se pose la question de la bonne gouvernance. C'est quoi la bonne gouvernance? Si on fait une approche fonctionnelle,
on peut retenir que c'est la relation entre gouvernants et gouvernés dans la gestion des affaires publiques, qui implique, d'une part, l'existence d'institutions démocratiques, deuxièmement, un fonctionnement de ces institutions qui correspondent à l'esprit et à la lettre des lois et règlements, et enfin la participation d'une société imbue d'une culture civique démocratique et respectueuse des règles du jeu démocratique. Il y a 4 principes qui sont convoqués ici comme socle d'une gouvernance démocratique ou d'une bonne gouvernance. Le premier principe, c'est la complexité de la relation entre bonne gouvernance et démocratie. La bonne gouvernance renvoie ici au respect non seulement des principes de l'état de droit, mais également du respect aussi de la démocratie en tant que vertu de participation inclusive et d'une approche participative de l'ensemble des citoyens dans le processus à la fois d'élaboration des lois et règlements, mais également dans l'application et le respect des principes de sauvegarde des règles de la démocratie. C'est aussi le principe de la reddition des comptes dans l'intervention de l'État. Cette question est aujourd'hui brandie à tous les niveaux, que à chaque niveau de responsabilité, on doit rendre compte, surtout quand on a des responsabilités. Mais ces responsabilités ne sont pas seulement des responsabilités au niveau étatique, mais également des responsabilités à tous les niveaux. Le proviseur, le chef d'établissement, a un devoir de rendre compte. L'enseignant ayant en charge des classes a en charge également une responsabilité de reddition, de s'acquitter de ses droits et devoirs par rapport à ses élèves. Donc, à différents niveaux, il ne faut pas simplement que la question de la reddition des comptes soit perçue comme une question qui simplement implique les hautes sphères de l'État, mais il faut voir à différents niveaux de responsabilité que l'on a des droits et qu'on a des devoirs et des obligations, de devoir s'acquitter de ces obligations et de s'en rendre compte. Il y a aussi que nous évoluons de plus en plus dans un monde de la mondialisation. Et dans le monde de la mondialisation, il y a aujourd'hui le développement des médias, des réseaux et la diffusion de culture ou de contre-culture en faveur ou non des principes de la bonne gouvernance et qui influent sur les citoyens et particulièrement au niveau des jeunes. Enfin, il y a la responsabilité citoyenne, ce que je disais, à différents niveaux. On a des niveaux d'obligation et de responsabilité qui fait que c'est le comportement de chacun à chaque niveau doit être pris en compte et considéré comme tel. Sur la base de cela, on peut se poser la question de savoir quelles compétences citoyennes développer pour combler ce déficit civique et transformer de façon positive les comportements. Il y a les cadres de socialisation, et ces cadres de socialisation, c'est la famille, les écoles au sens large. Les écoles, c'est l'école publique, c'est les daara, c'est les institutions privées qui ont en charge le façonnement des comportements, le développement
de l'accompagnement des jeunes générations dans le processus de leur affirmation, mais également dans le processus d'inculquer une culture civique. Donc c'est à ce niveau que trois compétences majeures ont été identifiées pour être développées. La première, c'est la compétence en matière de coopération sociale. Cela renvoie à l'apprentissage de la commune volonté d'une vie commune, qui introduit la balance entre l'individu et sa communauté. Et comment l'un et l'autre s'ajustent, et particulièrement l'individu s'ajuste, pour la poursuite d'un objectif commun. Il y a cette tension entre l'individu et la communauté, le collectif, l'individu et le collectif. Et cette tension appelle de la part des individus un ajustement permanent pour pouvoir être en harmonie et ne pas poser au devant, placer au premier niveau ce que l'individu, la volonté de l'individu, le comportement de l'individu, sans tenir compte des exigences d'une vie, commune volonté, d'une vie commune. C'est également la coopération sociale, cette compétence de coopération sociale qui appelle le respect strict des règles de conduite qui, comme on le voit, si ces règles de conduite ne sont pas observées pour des raisons liées à des déviances, que ce soit l'égoïsme, parce qu'on place au premier plan les préoccupations de l'individu, on ne se soucie pas des exigences et du bien de la société en général. Il y a là effectivement les conditions d'une corruption de la société. Et ça, c'est très important de prendre en considération. Ensuite, nous avons la compétence en matière d'autonomie individuelle qui renvoie à l'affirmation de soi, à l'exercice d'une pensée critique, et l'école contribue largement à développer et les espaces de socialisation à développer cette pensée critique pour permettre à chacun d'être capable de distinguer ce qui est vrai du faux, de refuser le parti pris et également de pouvoir développer en toute autonomie des points de vue indépendamment de l'environnement parfois propice à l'endoctrinement, à la propagande qui, comme on le voit, est un élément très remarquable dans ce monde de la mondialisation. Enfin, il y a également la compétence majeure de la citoyenneté qui permet l'actualisation de la responsabilité individuelle face, entre autres, au délit de la corruption. Car la prise, c'est très important, le processus de la corruption implique toujours deux acteurs. Et si en tant qu'individu, on prend la mesure de ses responsabilités et la mesure de ne pas verser dans les déviances, alors on se fixe des principes de vie, et ces principes sont des principes intangibles, non négociables, qui permettent effectivement de pouvoir non seulement jouer une fonction d'alerte, mais en même temps une fonction de ne pas s'impliquer dans toutes les pratiques de corruption, toutes les formes que cela. Il y a enfin la compétence en matière de participation publique
euh, il y a le principe de la connaissance des symboles et des mécanismes du fonctionnement des institutions de la République. Et ça, les cours dispensés à l'école, les médias qui participent également de l'information des citoyens, ont la responsabilité de faire connaître les symboles, les mécanismes de fonctionnement des institutions, les droits des citoyens et les obligations. Et également de se soucier du processus de prise de décision, que ce soit à l'échelle des communautés locales, tout comme au niveau national, régional et international. À ce titre, la participation d'individus aux collectivités, leur engagement est une base à partir de laquelle on peut davantage contribuer à la participation publique. Et on peut considérer qu'il y a quelque chose de très intéressant actuellement, c'est un peu la résonance du terroir, la patente du terroir. La patente du terroir, un élément d'identité qui est très remarquable et qui apparaît comme un levier autour duquel la participation publique des citoyens se fait remarquer. On le voit également, c'est l'implication dans la force du terroir, c'est l'implication de la communauté dans les associations villageoises, dans les associations urbaines, dans les associations de quartier, qui véritablement est une expression d'une implication très forte, une expression de la citoyenneté. Cela devrait être renforcé par des activités de plaidoyer, également par l'appui à des stratégies de mobilisation citoyenne lorsque le pays ou lorsque la communauté est confrontée à un certain nombre de problèmes ou de défis, pour que ce soit un réflexe tout à fait majeur. Face à cela, quelle est la réponse? Ce projet d'action citoyenne, PAC, qui vise à transformer l'éducation civique en une expérience active, en faisant en sorte que la démarche des apprentissages soit ancrée sur des projets concrets liés à des problèmes non seulement de politique publique, mais également de vie de la communauté. Cela veut dire qu'il faut repenser le processus d'éducation citoyenne en amenant les jeunes à avoir une approche de résolution de problèmes, de capacité d'identifier des problèmes dans la communauté au sens large. La communauté, c'est l'école, la communauté, c'est le quartier, la communauté, c'est la ville. Sur la base de l'identification des problèmes réels qui sont à même de pouvoir être pris en compte par la collectivité, de réfléchir sur les politiques publiques existantes pour identifier les éléments de déficit, les atouts, et de voir dans quelle mesure ces éléments de déficit sont susceptibles d'être comblés. Et c'est dans ce processus d'identification des déficits que l'on peut réfléchir sur les solutions innovantes que les apprenants ou les apprenantes peuvent porter pour améliorer la situation. Ça peut prendre plusieurs formes, la constitution de portfolios, de dossiers qui peuvent être portés devant les décideurs pour voir les décideurs, que ce soit l'élu local, que ce soit le chef de quartier, que ce soit le chef d'établissement,
pour voir dans quelle mesure les initiatives portées par la communauté peuvent être accompagnées par les autorités à différents niveaux pour pouvoir aller vers la réalisation de ces plans d'action. Cette démarche fondée sur l'apprentissage par l'expérience, qui s'appuie également sur le développement des compétences transversales, des activités de recherche, d'investigation des jeunes, le travail d'équipe, le travail de communication pour bien expliquer les objectifs qu'on veut atteindre. Ce sont ces compétences transversales qui vont contribuer à faire de l'engagement civique une valeur ancrée. En conclusion, l'éducation citoyenne ne peut pas être perçue simplement comme des enseignements théoriques, des cours d'instruction civique. Ce n'est pas un énoncé de principe. Mais on doit concevoir l'éducation comme un processus concret, vivant, qui intègre l'acquisition de compétences pratiques fondées sur des valeurs démocratiques. C'est aussi privilégier la responsabilisation des jeunes, les placer en situation de pouvoir se penser acteurs, contribuer à renforcer leur esprit critique en les impliquant dans la vie publique, mais également dans la vie de la communauté. C'est comme ça qu'on peut accompagner et développer des compétences pour qu'apparaisse, émerge une génération de citoyens qui soit capable de transformer positivement la société et sur la durée. Donc l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est de créer un citoyen conscient de ses droits, de ses devoirs, et surtout d'en faire un acteur de transformation sociale qui soit le pilier de la démocratie participative. Je vous remercie pour votre attention.